9h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Suite au drame causé par les intempéries, plusieurs membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux sinistrés dans la commune de Bingerville pour apporter leur soutien aux populations. Attaquer le problème de l'incivisme à la racine, c'est l'objectif du gouvernement avec un service national et de volontariat pour les jeunes qui vient de voir le jour. Et moment historique pour le peuple congolais avec le retour sur ses terres de la dépouille de Patrice Lumumba, héros du mouvement des indépendances. Pour lutter contre l'incivisme, le gouvernement mise sur la formation des jeunes de 14 à 35 ans. Le service national des jeunes et le volontariat national a été lancé officiellement hier au Palais de la Culture de Treichville. La phase pilote prévoit à Yamoussoukro va concerner 500 jeunes recrutés sur l'ensemble du territoire national. Nadia Ija et Fulgence Kissiedo. L'hymne national chanté en chœur par des jeunes, têtes couronnées et membres du gouvernement pour le lancement du service national des jeunes et du volontariat national. Ce dispositif de promotion du civisme est destiné pour le premier volet aux jeunes en milieu scolaire, âgés de 14 ans et plus, et pour le second, à tout volontaire ou bénévole à partir du même âge. C'est toujours le même contenu, discipline, conduite d'activités communautaires d'intérêt général et puis mission de volontaire. Le plus important ici, c'est la discipline et l'engagement. Donc tous les jeunes peuvent venir, il faut juste s'inscrire sur une plateforme. Une nouvelle accueillie avec joie par la jeunesse, dont celle déjà engagée. Nous sommes très ravis d'être volontaires. On a sensibilisé la population par rapport à la nécessité du don de sang. Aussi, nous avons eu des opérations grand ménage. En étant volontaire, j'ai apporté beaucoup à ma communauté. Je suis respectée dans ma communauté. Pour le gouvernement, la vision derrière le passage à échelle de ce dispositif, c'est d'avoir des adultes qui incarnent les valeurs de citoyenneté et aussi de susciter le sursaut national. Aider les autres, aider nos semblables, quitte à donner des cours de soutien à des élèves, quitte à aller rendre un peu de joie dans des familles, quitte à aider le gouvernement et les sapeurs-pompiers aujourd'hui à faire face à la situation que nous vivons, et ça sera dans tous les domaines. L'idée, c'est de donner vraiment un vrai contenu au volontariat, au bénévolat. Et le contexte l'exige. Aujourd'hui, nous avons encore des éboulements ici à Abidjan, avec ces pluies. Nous devons être solidaires. La Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara devra commencer à prendre son sens aussi à travers ce dispositif. 500 jeunes du pays sont concernés par la phase pilote du service national des jeunes qui se tiendra en juillet et août prochain à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Ce nombre devrait atteindre les 10 000 l'année prochaine, selon les prévisions du gouvernement. Le vice-président de la République a reçu en audience les ambassadeurs d'Espagne et de Turquie. Objectif de ces rencontres, renforcer la coopération avec ces deux pays. Nadia Ija. C'est aux environs de 14 heures que l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire a été reçu par le vice-président de la République. Environ 1 heure d'échange qui ont porté notamment sur la coopération ivoiro-espagnole et la stabilité sociopolitique du pays. J'ai profité de l'occasion pour exprimer au vice-président l'engagement espagnol avec la Côte d'Ivoire qui se déroule sur 3 axes. Les dialogues politiques. Et nous avons mentionné aussi l'importance du volet économique et commercial. Nous avons parlé de la possibilité d'organiser bientôt une journée de la Côte d'Ivoire à Madrid. Après l'Espagne, le vice-président de la République s'est entretenu avec l'ambassadrice de Turquie en Côte d'Ivoire, avec toujours en perspective le renforcement des relations internationales. Nous avons saisi donc cette occasion pour justement réitérer notre volonté de voir la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie être relancée. Et aussi, nous avons saisi l'occasion pour dire à son Excellence qu'il était important d'accroître les relations commerciales. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Turquie ont démarré depuis 1998 et se sont formalisées en 2009 avec l'accréditation du premier ambassadeur turc auprès de la République de Côte d'Ivoire. Quant à l'Espagne, elle entretient une coopération étroite avec le pays et intervient régulièrement dans le domaine de l'éducation avec la construction d'infrastructures éducatives.
Longtemps resté en quasi-léthargie après le décès du premier président de la République, fils de la cité, Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, revit depuis quelques années à la faveur du transfert annoncé de la capitale et de la désignation de la ville comme hôte de la CAN 2023. La demande en logement et terrain s'accélère pendant que les acteurs du secteur tentent d'y faire face, comme le montre ce reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, située au centre du pays. La périphérie de cette cité connaît un regain d'activité ces dernières années, notamment dans les domaines du foncier et de l'immobilier. Depuis 2-3 ans, ça a commencé et je pense que depuis 2021, il y a un vrai boom. Rien que sur le foncier, le coût des terrains sur les 2 dernières années a flambé dans des zones qui, il y a 3 ans, étaient des brousses, mais aujourd'hui, il y a un vrai engouement, toute la ville est en chantier, et il y a une vraie demande aussi. Aristide Ndri, fils de cette cité, entreprend justement dans l'immobilier et le bâtiment depuis plusieurs années. Face à la demande qui ne cesse de croître, il essaie avec des entrepreneurs du même domaine de tracer les sillons pour une extension harmonieuse de la ville. Nous ne pouvons même pas résoudre le problème de la demande actuellement. Vu les actions qui se mènent ici, les institutions qui commencent à arriver, ça a commencé à mettre d'autres acteurs de l'immobilier en confiance, notamment des acteurs de promotion immobilière qui commencent à faire des mouvements sur Yamoussoukro pour se positionner. Nous préparons des parcelles, partir chercher des parcelles, s'assurer de la sécurité de la parcelle, s'assurer de la disposition stratégique de la parcelle, et c'est sur ces points fondamentaux que nous travaillons. C'est pour ça que nous-mêmes, de façon locale, on a commencé des choses pour pouvoir mettre les gens en confiance, pour dire aux parents que c'est bon de pouvoir donner des parcelles et ça va rehausser le niveau et les qualités des habitations de Yamoussoukro. Le transfert annoncé de la capitale et la CAN 2023 sont les principaux moteurs de cette nouvelle expansion. À cela, il faut ajouter la raréfaction et les prix relativement élevés des terrains et logements à Abidjan et banlieue, qui poussent les Ivoiriens à rechercher des biens immobiliers et ou fonciers à Yamoussoukro. Mais tout ceci ne peut se poursuivre sereinement si le foncier fait défaut pour mettre en œuvre les projets immobiliers. C'est à cela que s'attelle Alain Kouakou et son équipe. Yamoussoukro, la demande est forte. Et aujourd'hui, pour les mutuelles et pour les grandes entreprises, nous ne pouvons plus donner des sites au niveau de la ville. Nous avons décidé d'agrandir et élargir un peu l'extension pour donner l'occasion à tous ceux qui sont intéressés. La forte demande en immobilier est aussi bien quantitative que qualitative. Jean-Alain Conan, lui, a choisi de se positionner sur le segment des habitats de luxe. Et cela part d'une expérience personnelle. Je venais très souvent en week-end à Yamoussoukro. Et lorsque j'ai voulu me loger moi-même, à prendre un appartement au lieu de dormir dans un hôtel, j'ai eu de grosses difficultés à trouver un logement décent. Et donc, j'ai commencé à construire des maisons de standing, mais je vous dis que tout de suite, il y a eu de la demande. Avec le Sénat qui nous envoie une centaine de personnes à forte capacité d'investissement dans la ville, avec le centre de contrôle de Côte d'Ivoire Énergie, on commence à avoir une population qui a besoin de se loger dans des maisons justement d'un certain standing parce qu'ils ont un certain niveau de revenus. Pour ces acteurs qui sont engagés dans la nouvelle dynamique d'extension de la capitale politique, tout n'est pas rose. Des défis existent qu'il va falloir résoudre pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Yamoussoukro est une ville quasiment vierge. Donc il faut lever assez de fonds pour pouvoir faire des viabilisations. La première difficulté est liée à la qualité de la main-d'œuvre. La deuxième difficulté, c'est l'accès au matériel de construction. Les coûts à Yamoussoukro sont 15 à 20% plus élevés qu'à Abidjan. L'extension de la ville de Yamoussoukro est une réalité qui ira en s'accélérant. Pour éviter donc que le phénomène de la spéculation autour du foncier et l'anarchie au niveau de l'immobilier, il importe que les autorités compétentes prennent les dispositions pour encadrer cette extension, pour éviter que Yamoussoukro connaisse les problèmes que connaît Abidjan aujourd'hui.
Le gouvernement exprime sa compassion envers les victimes des inondations. Les ministres en charge de la sécurité, de la solidarité et de l'assainissement se sont rendus sur les sites touchés dans la commune de Bingerville. Le bilan provisoire du sinistre fait état de 6 morts. 4 d'entre eux étaient des enfants issus de la même famille. Les ministres ont rencontré les familles endeuillées et ont pu constater les dégâts. Le gouvernement appelle les populations à quitter sans délai toutes les zones à risque. Pierre Dipomélin. La tournée de compassion du gouvernement sur les zones sinistrées a conduit les ministres en charge de la sécurité, de la solidarité et de l'assainissement à Ngorankwa, dans la commune de Bingerville, où un homme a perdu 4 enfants, et à la cité CIE, où un corps sans vie a été découvert. Les émissaires du gouvernement ont constaté par eux-mêmes l'ampleur des dégâts humains et matériels. Nous avons été mandatés par le président de la République pour venir exprimer le soutien et du gouvernement et celui du président de la République à tous ceux qui ont été impactés par les dégâts causés par cette pluie diluvienne. Il y a 2 catégories de personnes que nous avons rencontrées. Celles qui ont été accidentellement touchées par ces sinistres et celles qui ont été touchées, permettez-moi de dire, à la suite de l'incivisme. Pour rappel, il y a 54 zones qui ont été identifiées et qui ont fait l'objet de visites par les services du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Malheureusement, quand les agents se présentent, ils sont accueillis par des jets de pierre. Nous faisons des ouvrages de retenue d'eau, nous faisons des canalisations à Yopougon, à Cocody, à Bobo, partout. Mais même quand ces ouvrages seront terminés, il y aura toujours tous les 20 ans, tous les 30 ans ou tous les 50 ans des pluies exceptionnelles. Vous le voyez même en pays développés, quand il y a des pluies exceptionnelles, ça cause des dégâts. En tout cas, mes condoléances aux familles, et comme l'ont dit mes collègues, nous n'avons qu'une raison de vouloir déplacer des gens. C'est vraiment pour sauver des vies. La ministre Miss Belmonte Dogo a annoncé une prise en charge provisoire des sinistrés avec le concours des autorités municipales. Elle a ensuite appelé à une chaîne de solidarité. Avec le concours de la mairie, de manière provisoire, trouver des sites à ces personnes-là, à ces familles, pour qu'elles puissent continuer à vivre décemment. Et ensuite, nous revenons vers ces familles-là pour apporter la compassion du gouvernement. Et nous profitons aussi de votre antenne pour lancer un appel à toutes ces personnes de bonne volonté de venir en aide à ces familles pour leur permettre de retrouver quitte soit de la nourriture ou de quoi pouvoir dormir. Parce qu'aujourd'hui, elles se retrouvent sans rien. Donc ces familles ont besoin de soutien. Les pluies diluviennes ont causé la mort de 9 personnes, selon le dernier bilan, qui fait suite à la découverte de 4 nouveaux corps à la cité Fékessé. Et puis nous recevons un invité dans ce jour-là, une invitée, Madame Euphrasie Kouassi-Yao. Vous êtes conseillère à la présidence en charge du genre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Merci. Vous êtes aussi à la tête du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, une plateforme qui célèbre ses 10 ans d'activité. Quel bilan tiré de cette activité que tout le continent nous envie aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Effectivement, depuis 2011, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a demandé qu'on rehausse le rôle des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, de les rendre visibles, développer leur leadership sans aucune distinction d'ethnie, de religion, de partis politiques. Et quand on a lancé le programme, les Nations Unies et les pays partenaires ont demandé aux autres pays s'il y avait un autre programme comme celui que nous voulons faire. Aucun autre pays ne l'avait. Et on a décrypté, on a trouvé des outils, des mécanismes et on a développé. 10 ans après, on se retrouve programme unique en son genre et dans le monde, meilleur programme africain par le PNUD, programme best pratique par la francophonie et puis l'UNESCO. Et même TV5, à chaque fois, ils disent c'est un programme unique, tous les pays doivent en tirer bénéfice. D'ailleurs, Denise Epoté est là pour nous soutenir parce que vraiment, elle dit qu'elle aussi, elle est mondiale, mais elle n'a jamais vu ce pays. Alors, quel bilan? D'abord, au niveau de l'impact pour le pays. Il faut que, si on veut bien travailler, il faut que les femmes et les hommes soient ensemble, puisqu'on est filles et garçons, pour travailler. Et on a travaillé avec les femmes, on les a formées. Et on a eu, par exemple, 328 femmes candidates aux législatives par rapport à 105
En 2011, en 2016, on a eu 328, c'est-à-dire qu'on a triplé même. Et en 2021, on est arrivé à 452. Ça, c'est un résultat pour le pays. Mais individuellement, des femmes qui sont assises chez elles parce qu'elles sont inscrites dans notre 15 000 bases de données et on a demandé des profils de femmes. On a donné leurs profils, elles sont assises chez elles, on les appelle et puis on dit vous avez un entretien d'embauche. Elles font, elles gagnent et puis elles sont dans l'entreprise. Il y a une qui va témoigner demain, je ne la connaissais même pas. Elle m'a appelé pour me dire, Madame la ministre, je vais témoigner. J'ai dit, tu veux témoigner de quoi? Elle dit, voilà ce qui s'est passé pour moi il y a 4 ans. Et en plus, j'ai eu 2 promotions. Donc, c'est un peu ça le Compédium. C'est d'abord parce qu'on est reconnu mondialement. C'est d'abord parce qu'on a eu de l'impact. Et c'est aussi parce qu'individuellement, les femmes, même 80% des femmes, disent qu'elles sont convaincues que le Compédium les a rendues visibles. Et il y a 15 000 qui sont dans la base de données, mais il y a plus de millions qui nous suivent à travers vos antennes et qui elles-mêmes, avec leur leadership, développent des activités génératrice de revenus. Il y a une même qu'on a rendue visible qui est dans le domaine des tics, c'est-à-dire un domaine vraiment réservé aux hommes. Et elle est venue, on l'a rendue visible à travers vos télévisions et elle a eu ses plus gros marchés. Elle dit pour elle, le Compédium, c'est une banque. Et une grande fierté pour la Côte d'Ivoire. Donc 10 ans l'Afrique même. Pour l'Afrique, oui, pour le monde peut-être aussi. Oui. 10 ans de célébration. Quels sont les grands axes de cette fête demain et quel est le message que vous voulez faire passer? Et donc il y a 2 axes. Il y a d'abord la célébration parce qu'on est tellement fiers que ces programmes viennent de la Côte d'Ivoire. Donc on a invité des artistes aussi de renommée internationale comme Nocebo, des artistes ivoiriens très connus. Vous allez les découvrir. Et puis, on a pris des jeunes talents aussi. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, tous les pays qui sont venus du Congo, de la France, de la Norvège, qui veulent comprendre le Compédium, on va leur expliquer à travers des colloques, à travers des tables rondes. On va expliquer ce qu'on a fait, les stratégies qu'on a mises en place, mais on va aussi tirer des leçons de ce qu'ils font dans leur pays pour nos 10 prochaines années. Donc, vous voyez que c'est un mélange d'abord de joie, de réjouissance, mais surtout de réflexion pour les 10 prochaines années. Parce qu'on est aussi dans la durabilité, pas seulement dans la pertinence, pas seulement dans les résultats, mais dans la durabilité. Donc, demain, on invite tout le monde à l'Hôtel Ivoire, le matin. Il y a 3 étapes. 8h, 9h, avec nos artistes qu'on a invités, vous allez les voir. Vous savez ce que les femmes savent faire. Et puis les jeunes, maintenant les jeunes sont avec nous. Et puis les hommes qui nous ont soutenus. 9h, 10h, on continue. Mais à partir de 10h, on fait la partie officielle avec des discours de nos partenaires qui nous ont soutenus, des institutions même de l'État. Et puis la présentation de façon très ample du Compédium et de ses résultats. Et puis voilà, après c'est le colloque. Merci en tout cas d'avoir accepté de parler du Compédium dans ce journal. Madame Euphrasi Kwasi-Yao, vous êtes conseillère à la présidence en charge du genre. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue ce journal, on se dirige dans le district d'Abidjan où les aires de jeu font peau neuve. Ces petits espaces dédiés au sport et à la détente se modernisent. Une politique des maires qui veulent offrir un meilleur cadre aux jeunes pour leurs activités sportives et socioculturelles. Des actions appréciées, même si l'on ne perd pas de vue la question de l'entretien qui peut parfois faire défaut. Brice Niawa, Harouna Zeba et Fulgence Kissiedo. Terrain de sport, connaît Idrissa, dans la commune de Yopougon. Ici, le football, une passion, se pratique presque au quotidien, mais dans quelles conditions? Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas que le football comme sport. Voilà, il y a des personnes qui pratiquent ici, comme on appelle d'autres sports, basket, comme bon, voilà, autre chose, mais ils n'ont pas l'opportunité. Ils vont ailleurs comme ça, comme peut-être complexe. Autre décor, à la Sogefia, terminus 47. Un complexe multidisciplinaire a été construit sur cet espace, autrefois occupé par des commerces. Ça aide beaucoup la jeunesse. Vous voyez déjà comme c'est rempli de jeunes. À Yopougon, c'est au total 15 aires de jeu qui ont été construites ou rénovées par les autorités municipales. C'est 1 heure pour s'entraîner jusqu'à 18 h. Du lundi au samedi jusqu'à dimanche. C'est toute une programmation et c'est respecté. Vous savez que la loisiveté est mère de tous les vices. En créant tous ces aires de jeu, le maire a bien voulu occuper ses enfants sainement, que ce soit pendant les vacances ou tout au long de l'année. Koumassi, au sud d'Abidjan. Ici, on dénombre au moins 16 aires de jeu à fière allure. Le stade du quartier Sogefia, autrefois nid des eaux usées. 4 foyers de jeunes et une piscine municipale en chantier pour accueillir les activités socio-culturelles complètent la liste de ces ouvrages.
Dans chaque quartier, vous avez des petits comités dirigés par un responsable qui est l'interface entre la mairie et le quartier et qui s'occupe donc, qui dirige le comité, qui s'occupe de la gestion au quotidien des aires de jeu. Selon Yacouba Sangaré, la gestion de ces ouvrages est l'affaire de toute la communauté. Les jeunes même se sont organisés entre eux. Ils ont des organisations de jeunesse, de telle sorte que les quartiers qui n'ont pas pour le moment d'aires de jeu puissent aller partager l'existant avec les jeunes qui ont bénéficié de cela. Sachant bien que ce n'est que partie remise, l'air tout va venir. Direction Treichville. Certains quartiers de la commune ne bénéficient d'aucune aire de jeu. Heureusement que les portes de ceux qui en possèdent leur sont ouvertes. Si quelqu'un veut utiliser notre espace de jeu, c'est tout à fait normal qu'il nous demande la permission. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui ont des tournois, ils s'adressent à moi et puis je donne mon accord. Sur un programme pour ne pas que ça soit chevauché. Mais la bonne utilisation et l'entretien des aires de jeu est l'un des défis du moment pour les présidents des comités de gestion. Pourtant, pendant ces vacances scolaires, ces aires de jeu vont jouer un rôle essentiel dans la saine occupation des jeunes. Moment historique et d'émotion, le cercueil de Patrice Lumumba a été ramené ce 22 juin sur sa terre natale, 61 ans après l'assassinat de ce héros de l'indépendance et 2 jours après la restitution par la Belgique à la RDC d'une dent, seul reste de sa dépouille. Des précisions de Pierre Dipomela. C'est une procession d'une centaine de personnes qui ont accompagné la dépouille de l'ancien Premier ministre congolais, Patrice Lumumba, constituée de tout ce qui reste du corps, une dent consignée dans un cercueil, dans les rues de Bruxelles, dans une ambiance empreinte de tradition congolaise. Escalé hommage à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Je me sens apaisé, je me sens satisfait d'un long parcours qu'on a commencé, mais ce parcours n'est pas fini, comme je l'ai dit. On va se reposer pour rebondir, pour aller plus loin dans cette pensée et dans cet idéal. Là, on a le relique de notre héros national, et on peut dire même au niveau africain, c'est un panafricaniste. On nous l'a rendu et aujourd'hui on est en train de l'accompagner. Il va jusqu'au pays et c'est juste exceptionnel. C'est impossible qu'on ne peut pas ne pas être là. Je suis remplie d'émotions et je ne sais pas quoi dire, vraiment. Direction Kinshasa, la capitale congolaise où la dépouille a atterri. Accueillie par les honneurs militaires, toutes les rues du pays sont aux couleurs nationales. Le retour du héros des indépendances réjouit sa famille. Le papa a sacrifié sa vie à cause des Congolais. Et puis nous demandons aussi au gouvernement belge de faire un geste historique que nous devons, de génération en génération, peuvent voir. Mes yeux ne voient plus. Je ne sais plus marcher, mais je suis très joyeuse d'entendre que le corps de notre fils revient, même si je suis incapable de bouger. 1961-2022, 61 ans que Patrice Lumumba a disparu dans des conditions tragiques. Tout ce qui reste de lui est une dent remise à son pays, la République démocratique du Congo, dont il a été le Premier ministre. Le cortège doit parcourir 25 km pour se rendre à Onaloa, le village qui a vu naître Lumumba en 1925, où sont prévus 2 jours d'hommage. Onaloa fait partie depuis 2013 d'une commune baptisée Lumumba-ville, en mémoire du Premier ministre du Congo indépendant. C'est le début d'un périple de 9 jours en République démocratique du Congo, qui fera étape dans des sites emblématiques de la vie de Patrice Lumumba et s'achèvera le 30 juin dans la capitale où, après un deuil national de 3 jours, un mausolée accueillera une cérémonie d'inhumation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous serez en compagnie d'Evelyne Débat. Bonne suite de programmes sur NCI.